suis passé par la grande porte, LinkedIn, Netflix, directeur marketing de Californie, call au bout de 4 jours. LinkedIn, ça marche. LinkedIn, ça marche, mais surtout, il ne faut pas se mettre de barrière. Enfin, je veux dire, on dit souvent, oui, il faut passer par la fenêtre quand la grande porte ne passe pas. Mais en fait, les gens pensent qu'il faut d'abord essayer par la fenêtre avant de passer par la porte. En fait, non. D'abord, tu passes par la porte, par où tu as envie de rentrer, sans te faire chier, et ensuite tu essaies de passer par la fenêtre si ça rentre pas. Nouvel épisode de Papa Maman J'ai tout explosé, et cette fois en compagnie de Louis Marty, le CEO de Merci Handy. Alors si tu ne connais pas Merci Handy, c'est cet incroyable DNVB qui a su se créer une place avec un produit peu commun, le gel hydroalcoolique. Pendant cet échange d'1 heure, on a abordé des sujets tels que la croissance du DNVB, les problématiques logistiques ou encore comment lancer son média tel que le Rainbow Studio. On a également eu la chance de visiter les locaux de Merci Handy que tu pourras retrouver sur la vidéo YouTube. Sur ce, je te laisse prendre un café, t'installer confortablement et commencer l'écoute. Petit spoiler, hélas on a eu un problème au moment du record de cet épisode, donc la qualité du son va être moins bonne que sur les épisodes précédents. Et c'est parti. Merci pour l'invitation. Du coup, Merci Handy, c'est mon premier job, créé on va dire en 2014. C'est là où la marque est née. Moi, j'étais inspiré par des marques vraiment, tu vois, qui ont disrupté un marché, qui ont réussi à créer des communautés très fortes et sur des marchés très gros. Voilà. Moi, j'adorais Innocent au UK. Tu vois, ils étaient face à des Tropicana, Coca-Cola, enfin des choses énormes dans le monde. Et par leur marketing, évidemment par un bon produit, ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et j'insiste sur le bon produit. Et c'est ce qu'on a voulu faire, ou ce que Ben & Jerry a fait dans les glaces aussi, tu vois. Face à Agenda, c'est des Nico, des choses énormes. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire dans l'hygiène, clairement, et on a commencé par le gel main. Pourquoi ? Parce que c'était le produit pour nous qui était plus facile, sur lequel il y avait un white spot évident. Le marché il était triste, blanc, juste hygiéniste, sans aucune innovation de produit, fun, qualité, sensorialité, expérience client. Et on s'est dit, let's go, on va changer ça. On a fait d'abord un parfum, puis 3, puis 6. On a changé la distribution, le produit, le prix, la communication. Et aujourd'hui, une marque qui historiquement a comme produit phare le gel, qui a une communauté d'1 million de personnes, c'est assez extraordinaire pour le coup. Ouais, carrément. Et du coup, tu es parti plutôt de l'aspect stratégique communautaire et le produit, c'est secondaire en définitive. C'est secondaire dans le sens où nous, voilà, le gel pour les mains, j'ai quand même une histoire. Ma mère était hyper avec moi maniaque. Tu vois, moi, j'avais une maison très propre et j'ai toujours une maison très propre. Elle me disait toujours lave-toi les mains. Elle m'a acheté du gel hydroalcoolique, mais vraiment quand j'avais 14 ans. Donc, tu vois, ça remonte à beaucoup de temps. Enfin, 15 ans maintenant, donc même 16. Voilà, j'ai une histoire avec ce produit-là, j'ai une histoire avec le lavage des mains et l'hygiène de manière générale, donc ça sort pas de nulle part. Moi, j'avais envie d'entreprendre dans un produit de consommation et l'hygiène me parlait énormément. Et voilà, et ensuite, on s'est développé sur plein d'autres gammes, là en co-créant avec notre communauté, aussi avec les inspirations de l'équipe qui m'a rejoint, notre équipe aujourd'hui à Paris. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Et comment on arrive à créer une communauté autour du gel hydroalcoolique ? Parce que c'est quand même ambitieux. Il faut déjà un bon produit, ça c'est hyper important parce que le marketing et la communauté, c'est si tu as un mauvais produit, tu vas faire l'achat une fois. Tu vois, pour moi, le marketing, il sert à faire ta première vente, clairement, mais c'est ton produit qui fera ta deuxième. À 90%. Évidemment, le CRM compte, toute l'histoire que tu as racontée sur tes nouveaux produits ou tes réachats est important, mais in fine, c'est le produit et la valeur de ton produit qui vont faire que les gens le rachètent une deuxième fois, une 13e fois ou une 15e fois. Et comment on fait ? On a un bon produit, on est authentique, on a une approche différente et on vient offrir quelque chose et une valeur à nos clients qui n'ont pas ailleurs. Nous, ça a été évidemment par le produit, mais aussi par ce qu'on racontait sur les réseaux sociaux, notre manière hyper authentique d'approcher notre communauté. On a tutoyé très tôt nos clients. Aujourd'hui, c'est pas méga cool de tutoyer ses clients, mais à l'époque, en tout cas il y a 7 ans, ça l'était. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites, mais je pense que l'authenticité, c'est ce qu'il y a de plus fort pour créer une communauté. Est-ce que c'est dur de rentrer sur un marché comme ça, de marché des gels? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que c'est compliqué? Il y a énormément de barrières à l'entrée.
déjà, il faut une formule, il y a des frais de développement, il y a des coûts, il y a des sujets industriels. Donc ça, c'est la première. Il y a des sujets réglementaires. Il y a des lobbies, clairement. Et je parle hors temps du Covid. Après, on pourra parler du Covid, mais même avant ça, c'était pas facile. Et surtout, nous, aujourd'hui, l'un de nos plus gros clients, c'est Sephora en Europe et au Mexique et un peu en Asie. Ils vendaient pas de gel. Donc, il fallait déjà qu'on leur dise, mais le gel, vous le voyez comme un produit de pharmacie et d'hygiène. Nous, on va lui garder ses propriétés primaires en lui laissant un alcool végétal, naturel, tout ce que vous voulez, mais on va lui rajouter des éléments de beauté et cosmétiques. Et c'est là où on est venu mettre des parfums, de la couleur, des émollients, de la vitamine E, de l'aloe vera, pour le rendre cool, quoi. Cool et l'emmener dans un territoire beaucoup plus beauté. Ouais. Et au début, ils nous ont dit, non, nous, on vend des mascaras. Et aujourd'hui, on est un gros contributeur de croissance dans l'espace dans lequel on est vendu chez Sephora. Je ne dirais pas que c'est dans tout le réseau Sephora, mais en tout cas, on est une marque importante pour eux. Et au début, tu penses B2B directement ou B2C? Je pense B2B parce que, on a eu un site qu'on n'avait pas fait sur Shopify. C'était au tout début, on était encore étudiants, on avait mis quasiment 90% de l'investissement qu'on avait investi dans ce site-là. On a fait une vidéo qui a fait 2 millions de vues, on a fait 2 ventes. La vidéo, c'était. Alors, le site était une catastrophe en termes d'UX, tout ce que tu veux. On s'était fait arnaquer par quelqu'un qui nous avait dit qu'on ne connaissait pas les CMS. C'était vraiment le tout début de notre histoire avec Internet. Et on sortait d'études. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est on a fait une vidéo qui a explosé sur YouTube. Elle s'appelle « Elle touche les couilles pour la bonne cause ». Vous pouvez la regarder sur YouTube. Je la referai plus aujourd'hui. Je la referai plus aujourd'hui parce que les temps ont changé. On avait bossé avec Movember, l'association qui lutte contre les cancers masculins. Et voilà, cette vidéo, on avait été repris par 9gag aux États-Unis, par Minute Buzz à l'époque, Combini et tout. C'était chouette. On a vu énormément de trafic de vente. Donc on s'est dit, waouh, problème. Du coup, on a commencé à aller voir le B2B. Notre premier magasin, c'était Colette, parce qu'on voulait justement positionner le produit comme un produit différent. Donc, si on allait dans la pharmacie, ça marchait pas. Dans une pharmacie du coin, ça ne marcherait pas. Donc, on est allé chez Colette. Ensuite, on a eu Urban Outfitter. On a eu plein de réseaux de concept stores, des indépendants. On a eu H&M qui nous a revendu dans les pays scandinaves. Et ensuite, l'étape d'après, une fois qu'on avait vraiment créé la marque et créé cette distribution cool, qui n'est pas forcément énorme en termes de volume, l'étape d'après, c'était aller créer un D2C, / aller chez des plus gros retailers, où là, il y a plus de volume parce qu'on a une notoriété. Et à partir de ce moment-là, les gens vous font plus confiance et vous tapent dans la main. Bien sûr. Donc, tu étais directement omnicanal, en fait. Tu n'as pas pensé... j'ai toujours été... Honnêtement, c'est des termes qui sont apparus sur les 3-4 dernières années. Avant, nous, on a toujours pensé omnichannel. Et pire que ça, on faisait du B2B en parallèle pour financer, parce qu'on a vraiment monté la boîte avec 5 000 €, qu'on a monté à peu près jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires avant de décider de lever des fonds. Donc avec un peu de dette bancaire avec de la dette bancaire et des facilités de paiement à droite à gauche. Mais on a monté à 1,5 million sans argent, vraiment avec 5 000 €. Et pour financer ça, on faisait aussi du B2B. On avait fait de la personnalisation, on avait créé des gels pour Roland Garros à un moment, avec une chaîne de sushi. Tu vois, on allait chercher des sous et un peu de marge à droite à gauche pour financer la marque, pour financer le contenu, pour financer l'histoire et ensuite le développement produit. Ok. Et après, vous décidez de lever? Et après, on décide de lever. Donc, on arrive à un peu plus d'1,4 million, je crois, de chiffre d'affaires. On décide de lever pour accélérer. On se lançait chez Sephora en Europe. Il y avait la vocation à la fois de faire de l'international et aussi de la diversification produit. D'abord, on a eu une logique pendant 3 ans de se dire on veut avoir des produits du sac à main, du sac à main et du sac à main. Donc, c'était ça a été la crème main, une brune pour le visage, du papier matifiant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, voilà, vraiment une logique sac à main jusqu'à le switch en 2019. On a fait un peu une replateforme de marque et on s'est dit, OK, maintenant, la marque sympa de ton sac à main veut avoir un statement beaucoup plus grand de dire on va être aussi une marque de salle de bain, rentrer dans la cour des grands et devenir une marque globale de personal care, prendre soin de toi
de ton corps et au maximum de la planète. Et c'est là où on a sorti une gamme pour le corps et pour le visage. Ce switch, il s'effectue assez naturellement finalement à ce moment-là, quoi. Les gens. Demande de nos clients, et demande de nos partenaires aussi en B2B. Clairement des logiques business, de panier moyen, en direct to consumer. Voilà, on peut aussi faire des produits qui soient. En fait, on a retravaillé notre plateforme de marque pour que la valorisation de nos produits elle soit plus acceptée. Donc on a retravaillé notre logo, on a retravaillé nos éléments graphiques, on a voulu. C'est pas une montée en gamme, c'est juste de dire on a commencé par un produit à 3 €, et aujourd'hui il y a 40% de notre business qui est fait avec un produit à 25 €. Donc là c'est comment on est passé de ça à ça. Donc on a réfléchi à vraiment à notre marque pour que le message soit acceptable. Ouais. Et vous êtes une marque qui fait beaucoup de communication, que ce soit pour l'axe B2B ou B2C. Tu parlais de commencer avec l'aspect communautaire, mais tu fais du B2B en first. Quel est l'impact de la communauté sur ton B2B au début? Et maintenant on le ressent, la communauté sur ton B2C, il y a forcément de l'attraction, mais au début c'est quand même pas forcément un choix qui peut paraître rationnel de faire communauté et B2B. En fait, moi, quand je vais à un meeting B2B, il faut qu'on ait le même but, que les gens viennent dans votre magasin pour acheter nos produits. Donc, et c'est comment on va réussir. Et ils sont en perdition, tu vois, parce qu'il y a tous les pure players qui sont arrivés, il y a plein d'e-commerçants qui sont arrivés, qui ont pris des parts de marché, clairement, à des Sephora, Nocibé, sur cette catégorie des jeunes. Nous, on vise les 15-25 ans, on va dire. Donc, tu vois, on leur explique, nous, on va créer des communautés en ligne, on va leur raconter des histoires, leur montrer qui on est, ce qu'on fait, et petit à petit, dans le discours, on rajoutera un discours commercial qui est on va les faire venir chez vous. Okay. Donc, on va venir emmener du trafic chez vous. On a besoin d'une expérience en magasin. Ils ont besoin d'une expérience en magasin. Ils adorent sortir le week-end entre potes. Donc, le e-commerce, oui, mais on croit vraiment à cette stratégie omnichannel. Donc, la communauté, pour nous, on fait de la communication, clairement. On y passe beaucoup de temps, mais on n'est pas la start-up ou la DNVB ou ONVB, peu importe comment on l'appelle, qui monopolise les médias ou investit beaucoup. Ça nous prend du temps et beaucoup d'énergie créative, mais en termes d'investissement, je pense qu'on dépense une part faible de notre chiffre d'affaires à la communication et au marketing globalement, comparé à d'autres. Ouais, mais parce que vous êtes plus dans une stratégie organique, donc c'est de la création de content plutôt que de dépenser en acquisition. Exactement. Et c'est pour ça que l'une de nos principales dans la masse salariale, c'est le studio. Le studio, chez nous, c'est 5 personnes, ce qui est quand même énorme pour une team de 25. C'est même 7 personnes si tu inclus le social media, parce qu'on a fait le choix d'avoir en interne, évidemment du social media, on a fait le choix d'avoir de la vidéo en interne, de la photographie en interne, du design en interne, du design produit, du design merchandising, du design print. Donc voilà, on a fait ces choix-là. Aussi parce que c'est ma sensibilité, c'est là où j'ai eu du mal à confier, en tout cas à certains moments. De temps en temps, on se fait challenger sur notre stratégie et compagnie, de manière informelle ou plus formelle. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ce studio de Merci Andy, on l'appelle comme ça, c'est une équipe à part. Elle travaille un peu comme une agence, où en fait, toutes les équipes, e-commerce, wholesale, produits, viennent briefer, on a besoin d'un visuel pour une campagne avec Sephora ou un meuble avec Sephora, on a besoin d'une home pour le lancement de notre site, et du coup voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Donc tu as Johanna qui est notre directrice de création, qui vient prendre tous ces briefs, les structurer, et ensuite on vient les exécuter avec notre équipe. Parce que finalement le fait de pas externaliser ça, c'est parce que pour toi c'est trop important dans ta stratégie, et du coup tu veux absolument pas le laisser à quelqu'un d'autre et tu veux pouvoir le contrôler, ou il y a d'autres idées derrière, parce que finalement dans ce que tu dis, c'est que c'est ça qui fait Merci Andy, donc c'est pas possible de le donner à quelqu'un d'autre. Il y a clairement ça. Il y a le fait que voilà, c'est un élément, l'identité visuelle, éditoriale et graphique de Merci Andy, c'est quelque chose qu'on a envie de maîtriser, pas à 90% mais à 100%. Et deuxièmement, c'est que ça nous fait kiffer aussi. Et je pense qu'il faut aussi passer ses journées en tant qu'entrepreneur à... En fait, moi, j'ai une théorie, j'aime les gens qui ont une genius zone, qui savent le reconnaître. Et à l'inverse,
des endroits où c'est plus difficile. Et moi, et qu'il faut déléguer ou carrément donner à d'autres. Et moi, un candidat qui me dit je suis bon partout, j'y crois pas, je préfère qu'il soit excellent à un endroit et qu'il me dise par contre ça j'aime pas, je suis mauvais, je sais pas faire. Et c'est un peu ce que nous, on a mis du temps à comprendre parce qu'on voulait au début tout internaliser. Et aujourd'hui, il y a des choses... Enfin, moi, en 2020, j'ai réfléchi à ouvrir mes propres entrepôts pendant le Covid. Parce que ça marchait plus avec les logisticiens, on n'avait plus trop de volume et compagnie. Mais ça aurait été la pire erreur de même. C'est pas ton taf. Parce que c'est pas mon taf, c'est pas ma genius zone, je ne comprends pas les flux logistiques. J'ai des gens très bons aujourd'hui pour m'aider et m'accompagner à le faire, mais c'est pas là où j'ai envie de passer du temps. Ça serait limite du gâchis en fait de consacrer du temps et de l'argent à ça, alors qu'aujourd'hui des partenaires peuvent le faire très bien. Et qu'il vaut mieux consacrer ton temps sur du contenu que vous maîtrisez plutôt qu'un truc que tu maîtrises pas. Exactement. Ce serait dommage, je pense, de déléguer de toute façon le contenu sur une marque aussi forte que Merci&D en termes d'image colorée, sympa. Si derrière tu délègues, est-ce que ça cache pas un peu aussi le mythe de la marque, le DA de la marque? C'est sûr, tu vois. Après, je pense que c'est quand même important de se faire challenger de temps en temps, y compris sur nos créas, y compris sur nos packs produits, parce que sinon tu peux être aussi enfermé dans ta bulle. Tu penses que tout ce que tu fais, les gens le comprennent, et la réalité c'est que ça se trouve t'es juste en train de te faire kiffer toi et pas forcément faire des choses efficaces. Ça nous est arrivé de temps en temps, tu vois. Après tu le vois dans les chiffres, ça. Mais après tu le vois dans les chiffres. C'est que même sans challenge, tu peux recorriger. Mais l'idée c'est de se faire challenger avant que les chiffres. Avant que tu parlais de se faire kiffer, ça me permet de rebondir sur le Rainbow Studio que vous avez monté. Ça, c'est un pur kiff. C'est un pur kiff. Donc, pour l'histoire, voilà. Peut-être réexpliquer ce qu'est le Rainbow Studio, peut-être. Carrément. Ne sait pas ce que c'est. En gros, tout le monde veut devenir une marque média. C'est l'objectif. On a envie d'avoir une communauté dans laquelle on vient lui raconter. Évidemment, on lui parle de ses produits, c'est très important. Mais voilà, l'exemple de Red Bull, l'exemple de Oatly dans une marque de lait d'avoine ou même Patagonia, aujourd'hui, c'est une marque média. Donc, nous, on s'est dit, on veut devenir une marque média. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Il y a aussi une opportunité. En fin 2019, Laura, qui avait fait 3 ans chez nous en social media, a décidé de partir pour une nouvelle aventure dans une nouvelle boîte. Et dans mon process de recrutement, j'ai rencontré des gens qui venaient des médias. Et je me suis dit, tiens, et Joanne, qu'on a recruté, qui est aujourd'hui chez nous, venait d'un média. Et c'est aussi ce qui a fait que ça a été un coup d'accélérateur. C'était en 2020, pardon, fin 2020, pas fin 2019. Mais voilà, ça a été un coup d'accélérateur pour nous sur la partie média. Et Joanne, du coup, on a bossé avec l'équipe sur le Rainbow Studio, qui est donc un compte 100% TikTok, dans lequel c'est une safe place, dans lequel on interviewe des créateurs de contenu ou pas, certains de nos clients aussi, sur des thématiques et des formats 100% TikTok, où il y a... on va dire que c'est le média qui rend l'ordinaire extraordinaire. On vient prendre des thématiques du quotidien sur lesquelles on vient raconter des choses extraordinaires. Un exemple, une question qu'on pose souvent et qui marche très très bien, c'est quoi le jour le plus extraordinaire de ta vie? Et, on a un garçon stupide, par exemple, sur TikTok, qui nous a raconté la fois où il a fait son coming out devant son père. En plus, il avait filmé, il avait monté des rushs, donc on a raconté cette histoire-là. Donc voilà. Et en fait, on veut inspirer notre communauté à avoir confiance en elle, tout simplement. On est d'accord, c'est juste un média. L'idée, c'est pas de vendre du Merci&D directement. Non, aujourd'hui, on n'a jamais parlé de Merci&D dans ces formats-là. Et pourtant, je crois qu'on doit monter à 4-5 millions d'impressions par mois. Sur les plus petits mois, il y a des mois, on a explosé ça. Ça fait que 5 mois, ça s'est lancé en mai. Donc c'est assez récent. Combien d'abonnés? Là, on a 70 000 abonnés, mais c'est pas forcément ce qu'on va regarder sur un média. Ce qu'on va regarder, c'est comment on imprime, parce que voilà, on a des vidéos qui font 2-3 millions de vues. C'est ça qui compte. C'est vraiment ça qu'on va regarder, même si le nombre d'abonnés, il est chouette. Et après, c'est l'engagement. Et en fait, on a des commentaires, il y a des vidéos, on peut avoir 1000, 2000, 3000 commentaires, mais où les gens prennent du temps, comme sur un brut, tu vois, clairement. Donc voilà, maintenant, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour voir à quoi ça nous sert de faire ça. Déjà, ça nous a donné ça nous offre une relation avec
les créateurs de contenu différents. Ouais. Parce qu'ils viennent, ils passent 2 heures au bureau, on crée un vrai relationnel avec eux. Évidemment, on leur donne des produits Merci Andy, ils se sentent ultra valorisés, qu'on vienne les questionner. Et c'est le cas, ouais. Du format, c'est clairement le cas. Maintenant, d'un point de vue business, on fera un point à la fin de l'année de se dire qu'est-ce que ça a apporté à la marque commerciale Merci Andy. Voilà. C'est beaucoup plus dur à mesurer, mais aujourd'hui, les ressources qu'on mobilise versus ce qu'on pense que ça valorise, on est très content. Ouais, c'est ce que tu nous disais en off, c'est que c'est pas forcément facile de traquer, mais dans tous les cas, ça génère de l'attraction. Exactement. Indirecte. Et voilà, et derrière, tu sais que on a fait un événement influenceur pour le lancement de nos patchs boutons au bureau. On a invité 80 personnes, ils étaient 78, on a eu que 2 annulations et parce que voilà, problème perso, et les gens sont restés à 2h du matin, on n'arrivait pas à les faire partir. Donc ça crée un relationnel qui n'est pas uniquement monétaire et financier, mais où il y a une vraie histoire, où il y a une vraie relation. Ouais. Là-dessus, est-ce que finalement, créer un média qui est détaché de Merci Andy pour aller sur TikTok, est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui trouvent ça difficile d'aller sur TikTok aujourd'hui, qui ont du mal, qui savent pas trop comment s'y prendre, qui savent pas quoi faire comme contenu, qui sont beaucoup trop commerciales sur TikTok? Est-ce que finalement passer par ce côté un petit peu, cette porte-là un peu média, où en fait on va pas afficher Merci Andy directement, mais on va quand même diffuser du contenu. Il y a une DA qui est quand même très reconnaissable. N'importe qui sur son téléphone voit un TikTok du Rainbow Studio, on le reconnaît tout de suite. Est-ce que finalement c'est pas une stratégie plus simple pour grossir rapidement sur TikTok et faire finalement quelque chose que les gens attendent sur TikTok? Parce que finalement, aller sur TikTok pour vendre du gel ou des produits Merci Andy, c'est pas la stratégie la plus intelligente sur TikTok. C'est sûr que TikTok, il faut raconter des histoires authentiques et réelles si on veut performer. Ou alors être un dieu du montage et de la transition. Et ça demande quand même déjà plus de moyens. Mais c'est sûr que la logique média sur TikTok, elle est super intéressante. La question, c'est comment tu le valorises après dans ton business day to day. Et ça dépend, ça dépend comment tu vois les choses. À traquer, forcément. À traquer, en tout cas, on ne peut pas dire, tiens, mon ROS de Rainbow Studio, c'est 3. Donc, c'est pas possible, il ne faut pas avoir cette logique-là. Je pense que c'est une question de ressources. Et il faut être smart. C'est sûr qu'un média qui nécessite 4 journalistes full-time, 250 mètres carrés de plateau de tournage, ça devient un vrai investissement. Nous, on a pris une pièce au bureau dans laquelle on faisait déjà tous nos shootings. On avait les équipes. On a recruté une alternante en plus qui savait monter ce format-là et qui apprend énormément avec nos équipes à monter encore plus vite. Pour nous, c'est un investissement qu'on pense très utile et surtout qui sert. Et je pense que c'est aussi bien. On reçoit des tonnes de témoignages. Donc, je pense que c'est un média qui a évidemment une vocation commerciale, mais qui sert aussi notre communauté à se sentir mieux. Et donc, c'est pour ça que pour le moment, on le continue. T'as des marques qui arrivent à le faire peut-être sans l'aspect média ou un petit peu différent. Je pense à Maëlubi avec qui on avait fait un podcast, qui ont un TikTok qui marche super bien, où ils arrivent à mettre en avant leurs produits et en même temps, ils font de la pédagogie et de l'éducation sexuelle. Clairement. Et ça cartonne. J'ai l'impression que ça cartonne. Je suis sûr que les retombées business sont hyper intéressantes. Clairement. T'es pas forcément obligé de passer par un média. La preuve sur le compte de Merci Andy, TikTok. Bien sûr. Tu t'es pas obligé de passer par un média. Tout dépend. Le sexe fait parler. Et le sexe, tu vois, on parlait de tagine banane sur l'allaitement. C'est une thématique dans laquelle il y a des grosses communautés qui sont très présentes, qui questionnent beaucoup. La beauté aujourd'hui, elle est très saturée. Tu vois, donner des tips skincare. Bon, t'en as des milliards sur TikTok. Donc, sur le sexe ou sur l'allaitement, c'est encore des choses, surtout dans la manière dont Maëlubi le traite ou un tagine banane. Tu crées vraiment un contenu qui sort de ton feed en fait. Donc, bien sûr. C'est là où c'est intéressant. Et pour parler de l'aspect communautaire, vous n'êtes pas revendu qu'en France. Comment est-ce que tu arrives à faire des communautés par pays revendeurs de Merci Andy? Parce que je suppose que c'est la même stratégie en définitive. C'est la même stratégie. Pour le moment, le média, on l'a lancé que en France parce que c'était possible de faire et c'est surtout un test. Par contre, on a lancé un TikTok US qui fonctionne bien. Par rapport à notre actualité, business, marché, on vient créer du contenu spécifique. Et
tous nos TikTok qu'on crée ici, dans lesquels les produits qu'on met en valeur sont compliance avec le marché US, parce que parfois c'est pas le même produit, et dans lequel il n'y a pas de trend français, donc tout ce qui est chanson, tout ce qui est paroles, voix off et compagnie, mais tout ce qui est sans musique ou avec des musiques internationales, paf, on bascule sur le TikTok US. Okay. Aujourd'hui, on fait ça vit bien, on arrive à performer, c'est fait ici. On a eu, je te dis c'est fait ici, on a eu une personne qui était en Floride qui nous a fait pendant 6 mois des TikTok. Là, elle a trouvé un job, donc on cherche quelqu'un d'autre basé aux US. Pourquoi ? Pour aller en magasin, pour aller shooter nos produits, pour faire des choses un peu plus localement et que dans l'identité de la vidéo derrière, pas forcément à New York, mais ça peut être ça ressemble aux États-Unis, mais qu'on sente le côté 100% américain. Après, sur la partie Insta et email et communauté au global, on a plein de channels qu'on active. On fait évidemment de l'influence marketing en Espagne et en Italie, qui sont 2 pays importants pour nous. Évidemment, on en fait aux US et on fait beaucoup de partenariats, typiquement Stranger Things et Netflix. Nous, ça a été un gros boom aux États-Unis, cette collection, et c'était l'un des objectifs. C'était de dire, on est aux États-Unis, ça faisait 1 an qu'on y était, on a besoin de faire un grand coup. On n'a pas forcément 20 millions de dollars à mettre dans une campagne nationale en télé. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire connaître d'un maximum de notre audience aux US. Et Stranger Things a pop-up dans ma tête et ensuite dans la tête des équipes, et on s'est dit let's go, on va essayer de faire quelque chose avec eux en termes de valeur, de couleur, de cible, d'audience, d'histoire. Tout est collé. Le monde parallèle de Stranger Things, c'est un peu le monde parallèle de Merci Andy qu'on veut créer, ça collait. Alors c'était très dark, et donc c'est surtout les dernières saisons sont beaucoup plus dark que les premières, donc c'était un pari, mais c'est un pari dont on est super fier, heureux, et commercialement aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est Merci Andy pour faire ce type de collab ? Faut s'enlever toutes ces barrières. Je suis passé par la grande porte, LinkedIn, Netflix, directeur marketing de Californie, call au bout de 4 jours. LinkedIn, ça marche. LinkedIn, ça marche, mais surtout, il ne faut pas se mettre de barrières. Je veux dire, on dit souvent, oui, il faut passer par la fenêtre quand la grande porte ne passe pas, mais en fait, les gens pensent qu'il faut d'abord essayer par la fenêtre avant de passer par la porte. En fait, non. D'abord, tu passes par la porte, par où tu as envie de rentrer, sans te faire chier. Et ensuite, tu essaies de passer par la fenêtre si ça ne rentre pas. Mais tu te rends compte que si tu fais les choses bien intéressantes et surtout que tu te mets à la place de la personne que tu contactes. Et moi, je me fais des marchés toute la journée sur LinkedIn et les gens ne se mettent pas à ma place. Tu vois. Il faut se mettre à la place de l'autre. Et moi, mon mail de LinkedIn, mon mail de Netflix, il était vous avez Stranger Things qui sort, vous n'avez jamais fait de beauté, on vise la même audience, on est dans le même univers, ça peut vous générer des revenus. End of story, parce que Netflix avait besoin de revenus. Et c'est ce qu'on a fait, on leur a apporté beaucoup de lignes de revenus et ils sont très contents, tu vois. Et là, ils veulent nous reprolonger et c'est nous qui nous posons la question de est-ce qu'on reprolonge avec eux ou pas. Parce qu'il n'y a pas de saison 5 et du coup, nous, on ne veut pas le garder. Tu vois, c'était vraiment en mode one shot. Mais tu ne veux pas être assimilé aussi qu'à une collab, peut-être. Exactement. Et puis, ce n'est pas l'idée, tu vois. Tu as envie de la faire à un moment donné, mais eux ont envie évidemment que la liste de revenus, elle continue. Forcément. Il y a une nouvelle collab qui est dans les tuyaux là, avec Malucette. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, complètement différent de Netflix et de proportions, mais Malucette, c'est une jeune boîte qu'on a rencontrée. Moi, j'ai rencontré Willow et on savait que nous, on s'attaque à l'acné, donc qui est un vrai sujet chez les jeunes. Pas pour le masquer ou dire on veut plus d'acné, mais justement pour que tu l'acceptes et que tu vives très bien avec. Donc, on a lancé des patchs. On a un autre produit qui sort dans 2 mois. Donc, c'est des patchs en forme de cœur, étoile et nuage. Tu viens mettre ce patch-là sur ton bouton et au bout de 6 heures, ton bouton est guéri, soigné, mais justement, tu assumes en fait le bouton pas en le masquant avec du make-up qui va pas faire du bien à ton bouton, ça on le sait, mais justement en le tournant. Il y a le patch. Voilà. Et ce produit, pour nous, il est incroyable parce que non seulement il est d'une efficacité avec de l'acide salicylique, on a du tea tree à l'intérieur, donc des huiles essentielles d'arbres à thé, mais surtout il est très visuel. Il y a un avant-après très fort. Il y a évidemment des photos. On a notre communauté qui commence à le recevoir et à l'acheter. Et tu vois les photos avec un patch, 2 patchs ou 3 patchs en fonction de l'état de la peau.
Et donc, on s'est dit, autour de l'acné, il y a un sujet chez les filles, qui sont quand même une grande partie de notre communauté, qui sont les lunes, les règles, les cycles menstruels. Et on s'est dit, on va essayer de faire une collab, mais cette fois-ci, pas sur nos produits, mais sur d'autres produits. On va venir prendre l'univers de Merci Andy, cet arc-en-ciel, le mettre ailleurs. Et c'est là on a bossé avec Malucette et que on a fait un ensemble, donc Tanga et O, Merci Andy fit Malucette, qui est vendu exclusivement sur leur site. Nous, on ne l'a pas fait pour des raisons purement logistiques. On a d'autres enjeux. Il y a Noël qui arrive et on ne savait pas gérer des tailles. Notre logisticien ne savait pas faire du textile et tout. Mais voilà. Mais par contre, on drive du trafic chez eux. On a raconté une super histoire et on est content des résultats. Dans la stratégie d'acquisition de Merci Andy, il y a les collabs qui a, j'ai l'impression, une présence forte. Le B2B, votre communication organique. Il y a du paid. Il y a du paid qui est difficile, clairement, pour nous, parce que c'est pas là d'où on vient. On n'a pas, si tu veux, cette histoire du paid très fort. Moi, je suis pas monsieur data. Clairement, j'adore ça. Je viens pas de là, c'est pas mon éducation. J'ai appris à le devenir. Mais on fait du paid. Aujourd'hui, nous, le paid qu'on a fait, c'était, pour moi, le paid le plus important, c'est le retargeting. C'est celui sur lequel, je pense, aujourd'hui, on le maîtrise mieux et sur lequel on passe le plus de temps. C'est quelqu'un qui a eu un intérêt que tu n'as pas réussi à convertir ou à transformer pour X ou Y raison. Soit le produit n'était pas clair, soit c'était trop cher pour lui, soit les frais de port l'ont démotivé, soit il a perdu sa connexion, soit il est allé manger. Soit il y a 50... T'as 50 trucs. Donc pour moi, c'est aujourd'hui une grosse partie de nos investissements, elle est là-dessus. Elle est tout le trafic organique qu'on a réussi à rentrer dans le haut du funnel, c'est d'aller essayer de le travailler le mieux, être sûr que finalement quelqu'un qui a mis un produit au panier, il l'achète, quoi. Voilà, il l'achète. Donc, et tu vois, on a des très très bons taux de add to cart qui sont vraiment supérieurs au marché. Donc, pour moi, il y a pas de question de désirabilité de marque. Voilà. Par contre, on perd beaucoup trop de personnes entre le nombre de personnes qui mettent des produits au panier et ceux qui convertissent. On en perd déjà beaucoup à l'étape intermédiaire qui est jusqu'au check-out pour des raisons purement techniques. Notre site mobile tenait pas la route. On sort une grosse refonte 100% mobile qui sera quasiment une app dans fin septembre. Donc voilà, il y a des choses purement techniques et il y a des choses qui sont financières. On a un panier de moyens, on a des frais de port à payer. Donc voilà, on teste et on itère beaucoup là-dessus. Ensuite, sur le ads vraiment en mode acquisition, il y a un challenge créatif, il y a un challenge targeting, il y a un challenge de catégorie. C'est aussi quelle catégorie, tu vois, les patchs, par exemple, on a des très bons résultats aujourd'hui, mais c'est un produit qui coûte que 7 euros. Il y a 24 patchs, on est sous le marché, c'est vraiment pas cher pour 24 patchs. Pour le coup, on les a fait en Corée parce que c'est une technologie coréenne que on ne peut pas avoir ailleurs, qui s'appelle hydrocolloïde. On n'a pas trouvé de fournisseur en Europe capable de faire cette technologie-là avec cette efficacité et évidemment aussi ce rapport coût. Donc voilà, tu as aussi est-ce qu'on met le paquet sur les patchs ou pas en ads, sachant que c'est qu'un produit à 7 euros. Est-ce que les gens vont mettre d'autres produits dans le panier? Donc on est beaucoup et souvent dans le test. Qui dépend de la LTV de ton client. Qui dépend aussi de ma LTV de mon client. Parce que si sur le patch tu perds de l'argent, derrière ton client rachète. Exactement. Mais en même temps, entre mon patch et un gel pour les mains ou un déodorant, l'écart produit est aussi très grand. Tu vois. Mais c'est là où notre système de CRM, qu'on a repris en direct récemment. On fait à peu près 2 newsletters par semaine. On bosse avec Klaviyo, mais on a eu aussi un vrai sujet design sur nos emails. On a essayé de l'externaliser. Il y a des choses qui ont marché. Nos flows se sont améliorés, nos abandons checkout, donc les relances paniers se sont abandonnés parce que je pense que les mécaniques n'étaient pas suffisamment bonnes, pas suffisamment claires. Mais en taux d'ouverture, on avait des gens qui n'étaient pas forcément contents de recevoir des emails qui étaient sous un autre format. Quand tu recevais un email Merci Andy, il y avait forcément du commercial. On envoie quelques mails éditoriales, mais c'est en grande majorité commercial. Tu savais qu'il y avait des blagues, tu savais que ça allait être fun, tu savais que ça allait être beau, qu'il allait avoir un impact visuel très fort. Et ça, on l'avait perdu. Donc,
on a décidé aussi de le ramener. Mais maintenant, on est très content de cette période avec ce partenaire avec qui on a travaillé parce que ça nous a permis d'améliorer certains de nos flows et de nos automatisations. Emailing est une grosse partie du chiffre d'affaires. On est dans les clous, je pense qu'on est entre 30 à 40% entre les périodes, mais on a une grosse base. 30%, c'est plus de 30%, c'est bien. Hein. Ouais, 30%, c'est bien. Tu peux peut-être citer du coup avec qui tu bossais avec Email Club, ouais, avec Thomas. Avec Email Club, avec Thomas. Très content de son travail, mais voilà, on a décidé pour le Q4 de reprendre les choses. Si nos équipes se sont un peu étoffées. Et et on a plusieurs centaines de milliers de personnes sur nos comptes, sur notre Klaviyo France, US et Europe. Un peu dans la même dynamique finalement que tu donnais tout à l'heure pour le Rainbow Studio, d'internaliser en fait toute cette partie-là. Là finalement tu récupères un peu cette DA, la partie créa de tes emails et tout ça. La logique business, on s'est fait challenger et on l'a fait challenger de manière hyper intéressante, mais la partie créative, tu vois, on l'a récupéré. Ouais, c'est quelque chose que de toute façon, restera ici. C'est ça, et tu vois, on a le même sujet en wholesale. Par exemple, on a essayé sur certains pays où marché de travailler avec des distributeurs, donc des gens qui prennent ta marque, qui t'achètent des produits et qui vont la distribuer dans les magasins. Voilà. Mais on est quand même une marque bizarre, quoi. Tu vois, on a des codes qui sont assez uniques, on parle d'une manière assez unique. Donc, si tu veux, on a documenté tout ça. On a essayé de documenter notre secret sauce, ce qui marchait pas et tout. Et on a des exemples, on a des distributeurs avec qui on fonctionne bien. On a quelqu'un, par exemple, en Suisse, qui a un territoire petit, sur lequel, mais très compliqué, parce que tu as beaucoup de langues différentes et tout, et il faut quelqu'un pour t'aider. C'est pas l'euro, c'était le franc suisse. Donc, on s'est dit, OK, on va prendre quelqu'un, il marche très bien. Il y en a d'autres en Scandinavie où c'était beaucoup plus compliqué. On a explosé là-bas pendant le Covid. Enfin, on est passé de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre. Et ça a un peu redescendu parce qu'il y a eu clairement un effet Covid, mais il n'a pas réussi, le distributeur, à emmener la marque, à exprimer la marque comme elle est. Et quand tu regardes son portefeuille de marque, tu comprends pourquoi. Ces autres marques sont beaucoup plus lisses, sont beaucoup plus structurées et parfaite. Et nous, on a un vrai côté imparfait qu'on assume complètement, tu vois. Mais ce qui fait l'identité de la marque et ce qui fait aussi le succès de la communauté. Je pense, ouais, ok. Et on parlait du Covid, ça a été une bonne période pour Merci Andy. Ça a été les montagnes russes. Ça a été les montagnes russes dans le sens où, moi, je revenais d'un meeting aux États-Unis, au Mexique avec Sephora, où on se lançait. Et je voyais quand même dans l'aéroport des trucs bizarres qui se passaient. On rentre ici et explosion de commandes, à la fois en B2C, à peu près 15 000 commandes en retard qu'on n'avait pas fulfill. Évidemment, des produits qu'on avait vendus qui n'étaient pas en stock. Parce que nos stocks Shopify n'étaient pas et pas à jour. Le classique, tu mets 9. Et après, tu te réveilles. Attends, mais j'ai 4000 commandes, il me manque 2 comme ça, 3 comme ça, qu'est-ce que je fais et tout, donc très compliqué. Commande B2B, pareil, on a fait, je sais pas, ça devait être le 3 ou 4 mars, peut-être, dans ces eaux-là, on a imprimé tous les bons de commande. On pouvait livrer, je pense, 20 à 30% de ces bons de commande, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les livre ceux avec lesquels on gagne le plus d'argent? Possible, tu dis toujours le plus cher. Ce serait logique. Ce qui serait logique, mais c'est pas ce qu'on a fait. On a décidé d'aller avec nos partenaires historiques, parce que dans ces bons de commande, il y avait des nouvelles personnes. Donc Sephora, principalement. Donc Sephora, donc Monoprix, notre e-commerce. On voulait être sûr de garder du stock pour alimenter l'e-commerce, parce que on avait vu qu'en Chine et dans certains pays, il y avait l'Australie qui l'avait fait. C'était donc plutôt dans toute la partie Asie. Il y avait des fermetures. Donc, on s'est dit, en fait, si tu livres 300 000 flacons à Sephora et qui ferment, ça sert à rien. Quand même, c'est dommage. et nous, on pensait que ça allait être 2 semaines de fermeture. Donc on s'est dit, bon, c'est pas très grave. Donc, on a quand même livré du Sephora, mais on a eu du stock qui a dormi alors que nous, on était en rupture en B2C. Et ils voulaient pas le récupérer parce que eux aussi ont un site internet et ils veulent vendre dessus. Mais moi, pour le coup, je préfère vendre sur mon site que sur le site de Sephora. Je fais plus de marge. Exactement. Par contre, soutenir Sephora pour ses magasins et les soutenir dans les investissements et dans la communication, mais ça, c'était un honneur qu'on l'a fait. Si je parle de Sephora, mais Nocibé, c'est pareil, Marionnos, pareil, et Monoprix, pareil. Donc voilà, on a eu ça, on a eu cette période. Après, il y a la période du lockdown, on a dû se mettre 100% D2C.
Qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Vous avez du stock, vous avez plus de stock, panique, les usines, comment ça marche? Il y a eu des sujets de communication, il y a eu des sujets de réassurance, il y a évidemment la DGCCRF qui est venue nous contrôler. Ouais. Ça m'a pris, je pense qu'entre le 4 mars 2020 et le 12 juillet 2020, je pensais jet hydroalcoolique du matin au soir, tu vois. On est allé chercher des contrats B2B avec Air France qui nous a contactés, on s'est fait solliciter par beaucoup de monde, des choses qui étaient... Il y a eu beaucoup de charlatans pendant le Covid qui sont venus, tu vois, de personnes, je suis en contact avec La Poste, ils veulent 1 million de flacons, enfin, tu vois, et toi, tu te dis, est-ce que j'y vais pas? C'était super excitant. Je sais pas si je revivrai ça dans ma carrière un jour, mais en tout cas, c'était super excitant. Après, il y a eu le confinement de 2020, celui-ci, ok, on l'a très bien vécu, même si c'était juste avant les fêtes, tu sais, donc en e-commerce c'était très bien, mais quand même on s'était dit ça y est, c'est fini. Et 2021 était beaucoup plus difficile parce que tu as une concurrence directe qui est arrivée. Aujourd'hui, tu as plein de marques de gel y compris les industriels qui fabriquent directement. Ensuite, tu as une concurrence indirecte. Aujourd'hui, si tu n'as pas de gel dans la rue, tu es quasiment à peu près sûr que soit dans un magasin ou un restaurant, tu vas en trouver. Il y a 2 ans, c'était pas le cas. Donc, tu as une concurrence indirecte qui est arrivée, mais je pense que notre produit est incomparable. Tous nos produits pour se nettoyer les mains, ils sont incomparables avec tous les produits qui te sont offerts dans les boutiques en termes d'expérience, de sincérité. Bien sûr. Et je pense même d'efficacité, pour être honnête. Donc voilà, et le confinement de 2021, celui-ci a été beaucoup plus dur parce que nous, on sortait d'une incroyable année en 2020, entreprise très rentable, énorme croissance, quasiment à 3 chiffres. Donc, et on se dit, suite à ça, on va mettre le paquet. L'investissement, on va y aller à mort. On commençait à réfléchir au partenariat avec Stranger Things et Netflix. À ce moment-là, fin 2020, qu'on se dit, on veut bosser. Moi, c'est là où je vais commencer à regarder Stranger Things. Pendant le deuxième confinement de 2020. Donc, je me suis dit, on bosse ensemble, quoi. J'ai dit, vas-y, on y va à fond. Et là, mars 2021 jusqu'à juin 2021, à nouveau le confinement. Et on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait fait en 2020. Ça veut dire transférer tout notre trafic sur le D2C. Je pense que pour beaucoup d'e-commerçants, enfin de omnichannel players, c'était moins clair, tu vois. D'abord eu les couvre-feux, ensuite c'était fermé dans les grandes centres commerciaux. Tu savais plus si est-ce que je peux acheter en boutique. Au moins quand c'est fermé, c'est fermé. Quand les boutiques étaient fermées en 2020, c'était terminé, quoi. Et chez toi, si tu veux quelque chose, c'est que du e-commerce. En 2021, c'était beaucoup moins clair. Tu avais au début les grandes villes, les grands magasins, les centres commerciaux. Après, tu as du click and collect qui était autorisé. Et en fait, on a été perdu dans nos investissements, perdu dans notre strat, et je le dis avec beaucoup d'humilité, on a fait des erreurs aussi. On a surinvesti en wholesale alors que c'était pas le bon endroit. Et voilà. Et ensuite, Noël est arrivé, ça allait beaucoup mieux. Ok. Est-ce que tu as eu une chute après Covid? Maintenant le Covid est passé, les gens achètent peut-être un peu moins de gel hydroalcoolique. Est-ce que l'autre gamme a été support de la reprise du Covid? Oui. Globalement, oui. Il fallait qu'on ait une roadmap produit assez intense. C'est sûr que 2021, il s'est passé beaucoup de choses pour nous, positifs, négatifs. Aux US aussi, on a fait des erreurs. Aux US, on a ouvert beaucoup de portes en 2020. On a travaillé avec le plus gros acteur de la beauté qui s'appelle Ulta. On les a livrés avec 7 mois de retard. Donc, si tu veux, ça n'a pas été pardonnable. Mauvais début. Là, je vous parle des problèmes commerciaux et marketing. Mais on a eu plein de problèmes de supply chain. Les coûts qui ont augmenté, l'alcool qui est en rupture de stock. Comment ça se passe à ce moment-là? Plus d'alcool? On a vécu ce que beaucoup de commerçants vivent maintenant il y a 2 ans, en fait. Tu vois, on a une augmentation de l'alcool il y a 2 ans. On a une augmentation de nos matières premières il y a 2 ans parce que tout le monde voulait en produire. Aujourd'hui, tu as... beaucoup. Alors, j'ai le chiffre en tête, mais je vais dire, tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes de stock de gel hydroalcoolique partout dans le monde. Aux États-Unis, on parle de dead market. Parce que on sait qu'il y a des années de stock de gel hydroalcoolique parce qu'ils sont déjà prêts. On a beaucoup de produits et que c'est comme les masques finalement qui ont été surproduits. Tu vois, mais on avait déjà vécu ça avec la grippe aviaire et compagnie. Donc voilà, mais nous on a plein d'autres produits. Aux États-Unis, on fait plus de la moitié de notre chiffre avec des produits pour le corps. Donc on a su se diversifier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais telle est ma réponse. Tu as totalement répondu à ma question. Comment là entre le marché ici et le marché aux US, comment cette nouvelle gamme elle est acceptée?
Là-bas, du coup, ils ont connu principalement, enfin très rapidement cette nouvelle gamme. En France, beaucoup moins rapidement. Est-ce que c'est mieux accepté là-bas? Tu disais 50% là-bas. Par rapport à la France, ça représente quoi? En fait, en France, tu racontes une histoire. Tu as grandi avec ta communauté, avec les médias, avec la presse, avec l'influence. Merci Andy, c'est une marque de gel qui a fait ensuite des produits saqués 1 million à petit prix, qui aujourd'hui veut se positionner comme un acteur des jeunes, du corps et du visage. Tu vois, voilà, c'est vraiment ça notre histoire. Et tu as eu des étapes pour arriver à tout ça. Alors qu'aux États-Unis, j'arrive avec toute cette gamme. Ouais, déjà. Complètement différent dans l'approche, tu vois. Et nous, on a voulu commencer par le gel aux États-Unis parce que le marché, tu vois, les Américains détestent les bactéries et les germes. Ils sont vraiment, tu vois, c'est sanitizer, ils sont très, ils ont peur de la maladie, tu vois. Il y a beaucoup de médicaments, de compléments alimentaires. C'est un marché qui est énormément porté vers l'hygiène et la santé. Enfin, c'est un peu contradictoire parce qu'ils mangent très mal, mais voilà. Mais il y a quand même ça qui est très présent. On s'est dit, on va quand même y aller avec le sanitizer. On a eu raison. Parce que 4 mois après que je ouvre mon entrepôt et que je fasse mon stock, j'avais plus rien et j'avais tout vendu. Magnifique. En 3 mois, on a fait, en 2019, on a fait $400 000 de chiffre et en 2020, on a fait beaucoup plus que tout ça. Donc, trop cool. Donc ça a vraiment explosé. Par contre, ensuite, bah voilà, il y a eu ces problèmes de shortage, on a livré en retard, on a perdu la confiance de certains partenaires. Et depuis, on va dire, l'été 2021, on présente nos nouvelles gammes, autre chose que du gel, et ça marche très très bien. Donc notamment les produits pour le corps. Parce que le skincare, on veut l'emmener dans un deuxième temps. Là, on est très le corps. Gel douche, savon, déodorant, qui est une de nos best-sellers aux États-Unis. Pourquoi ce choix? C'est le skincare en second temps et le corps en first? Intuition, feeling, des tests en D2C. C'est ce qui répond le mieux en D2C. C'est ce qui répond le mieux en D2C, c'est ce qui répond le mieux en wholesale. On bosse avec Nordstrom, on bosse toujours avec Ulta, on bosse avec Urban Outfitters, donc c'est vraiment ce qui répond le mieux. Et aussi en termes de marché, tu vois, le skincare aux États-Unis, Gen Z, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées qui font déjà très bien les choses. Sur le corps, c'est vachement plus compliqué. Tu restes encore sur soit des produits très chers, soit des produits très très masses. Et nous, on a une offre aujourd'hui qui plaît énormément par la sensorialité, la naturalité de nos formules, et évidemment son aspect sensoriel, les parfums on a des parfums qu'on a aussi créés pour les États-Unis. Ok. Parce que culturellement, les parfums que vous aviez ici, ça collait pas avec ce que vous vouliez amener là-bas. Ok. Clairement, parce que pas assez fort, trop subtil, pas assez sucré. Aux États-Unis, t'es quand même surtout chez les jeunes, dans un ancrage très sucré, très, ils veulent du sweet. Et voilà, donc on a créé des parfums exprès pour les États-Unis. Ok. Et les volumes le justifient, donc il n'y a pas de problème. En termes de marché, ça représente combien pour Merci Andy en pourcent? Ça dépend des mois, mais par exemple, sur le mois de septembre, les États-Unis, c'est 40% de notre chiffre, donc c'est une grosse partie. Ok. Au global, Merci Andy, comment chiffre d'affaires? Confidentiel? Ouais, secret pour le moment. Ok. T'as quand même une boîte qui est énorme, avec des salariés, tu voyages beaucoup, etc. Comment est-ce que toi, Louis Marty, t'arrives à jongler? T'es un jeune papa. Comment est-ce que t'arrives à jongler? Écoute, je me mets une vraie hygiène de vie. Je bloque dans mon agenda des moments pour... je pense qu'il faut pas se laisser déborder par ces ingénieurs. Moi, j'ai pas peur de procrastiner parce que... tu vois, on dit la procrastination, c'est pas bon, mais là, si tu veux pas dire, ok, bah, finalement, ça, je le ferai demain, bah, je vais louper des soirées avec ma fille, tu vois, je vais pas faire de sport ou enlever le sport de ma vie, donc je vais me sentir pas bien dans mon corps, donc je vais être moins efficace demain. Donc, j'ai pas peur de dire, bah, ça, je voulais le faire aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain, tu vois. C'est pas ralentir, je suis très ambitieux et tout, mais je pense quand même que le bien-être déjà de soi, de ses collaborateurs et ensuite de sa famille, ça contribue énormément à la réussite. Donc, j'ai pas peur de me dire, bah là, j'ai besoin de, tu vois, le lundi soir, je joue au paddle. Et en fait, le lundi, c'est des grosses journées quand même, tu vois, c'est le début de la semaine et tout. Il y a des jours, je pars à
17h30 avec Olivier de Kimono, on y va tous les deux, il me rejoint au bureau, on prend ma caisse. Ton partenaire de padel. Donc, tu vois, et c'est tôt quand même. Mais parce qu'on sait que c'est aujourd'hui une autre routine, on en a besoin, et si on joue pas au padel une fois par semaine, c'est la catastrophe, tu vois. Et donc voilà, tu crées comme ça. Je pense que c'est hyper important de se mettre une routine et de s'y tenir. Pareil pour le sport, c'est la même chose, il faut se bloquer des moments et pas le décaler, sauf s'il y a évidemment des urgences, mais voilà, la vie, le bien-être et même le lifestyle sont trop importants dans la vie, quoi. T'es pas dans la compensation. C'est pas parce que tu pars à 17h30 le lundi que tu vas commencer à 7h le lundi matin, quoi. Non, après, si tu as pris du retard, c'est sûr que tu te dis non, mon travail il est pas quantitatif comme ça, tu vois. Je le quantifie pas au nombre d'heures travaillées, ni pour moi, ni pour l'équipe d'ailleurs. Mais par contre, c'est sûr que j'ai envie de délivrer, j'ai envie que ça avance et à la fin, il n'y a pas de secret, tu vois. Pour que les choses avancent, tu as besoin de travailler. Mais pas au détriment d'une hygiène de vie dégueulasse et d'un mal-être physique et mental. Tu parlais de tes salariés, là, juste avant. Il me semble que tu avais fait un post LinkedIn sur le fait, sur tes recrutements, sur en fait, le fait que tu avais quasi jamais fait des ruptures de période d'essai. Comment t'expliques ça dans tes recrutements? Est-ce que c'est un process très long? Est-ce que tu prends que des recos? Est-ce que tu as des conseils, même pour les boîtes, c'est toujours un sujet? J'en ai fait 4, mais c'est pas beaucoup en 7 ans, tu vois. En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle je déteste le mec qui s'est délivré tout. Mais moi, c'est le qui s'appelle la semaine de 4 la semaine de 4 heures. La 25e heure. Non, mais j'ai appris une méthode de recrutement qui est je trouve efficace, qui s'appelle The Hiring Method. C'est pour recruter des A-players. C'est le livre que j'ai sur ma table de chevet depuis 2 mois que je n'ai pas fini. Il est dur à lire. En fait, je sais pas si c'est un livre de table de chevet. Mais voilà, en fait, tu peux te rendre compte que recruter quelqu'un, ça peut être un peu vaudou et de la magie noire. Tu te dis, tiens, j'ai vu un CV, on a fait 2 bonnes heures. Maintenant, est-ce que j'ai envie de passer 35 heures avec lui par semaine? Tu sais pas, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment fait, un travail où j'ai processé mes recrutements, où d'abord, il faut bien définir ce que tu veux, c'est la scorecard, c'est le plus important. Ensuite, tu as une phase call éliminatoire qui est hyper importante. Tu as les gens, par exemple, qui ne disent pas là où ils sont mauvais, c'est éliminatoire. Toi, tu veux des mecs qui sont génies à un seul truc et mauvais dans le reste. Exactement. Donc, si tu viens me dire, tu vois, j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ou à quoi tu es mauvais, et ceux qui me disent, c'est cliché ce que je veux dire, mais je suis trop ponctuel, pour moi, c'est éliminatoire. Terminé. Moi, s'il y a une créa qui me dit qu'elle déteste les chiffres, mais viens en fait travailler chez nous. C'est ce que j'aime. Ou une financière qui me dit, moi, le produit, j'aime pas. C'est pas grave en fait. Tu vois. Ton métier, c'est de sortir des reporting, de m'aider à travailler nos plans cash, à améliorer notre trésor, notre rentabilité. Si t'aimes pas la cosmétique, tant mieux si t'aimes la cosmétique, parce que chez nous, tu vas tester des produits, on va te demander ton avis. Mais si de base, t'es pas fan de cosmétique, pas grave. C'est là pour en fait, tu vois, exactement. Tu vas avoir que des mecs maintenant qui vont savoir tout ça, ils vont savoir répondre à la question maintenant. Mais c'est pas grave, tant mieux, ils auront bien fait leur travail. Mais voilà, donc j'ai des choses qui sont éliminatoires. Pareil, quand tu critiques ton ancien boss, pour moi, c'est éliminatoire. Tu as le droit de dire qu'il n'y a pas eu un fit et que ça marchait pas, mais de dire c'était un manipulateur ou c'était une manageuse qui... même si c'est la réalité, pour moi, tu peux pas faire ça en entretien. Et j'ai des choses comme ça jusqu'à l'étude de cas pour certains postes et évidemment à la recommandation qui font que je suis content de mon recrutement. Toi, tu prends nécessairement des feedbacks de l'ancien employeur? Ça dépend. Sur des postes de manager, oui. Sur des postes où ils ne managent pas ou managent que des stagiaires, pas forcément. Mais sur des postes de manager, surtout, et je ne prends pas des postes sur l'aspect technique, parce que ça, je les ai déjà vus pendant les entretiens, l'aspect technique, mais je vais prendre surtout, et par contre, le management en entretien, c'est très difficile. Je suis encore jeune et j'ai pas non plus une expérience managériale qui permet de dire, lui, c'est sûr que c'est un bon manager. Par contre, sur est-ce que c'était un bon manager dans votre entreprise précédente, ça, si t'as pas, c'est difficile à voir, tu vois, dans 3 meetings de 1h30, quoi. Il faut un feedback. Mais jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. J'adore les feedbacks des gens que je recrute de leur ancien manager, mais je suis déjà allé chercher des feedbacks de managers
Ah ouais, d'accord, J'ai carrément. managé, tu vois. J'ai recroisé l'équipe et je me suis dit, tiens, finalement, il y avait cette personne-là. Je prends l'exemple de Martin qui est Martin Chapelle, il vient de chez Unilever. Tu vois, il était en Pologne, il gérait des usines, il gérait des productions de centaines de millions d'euros de parfums. Et tu vois, il vient ici. Donc moi, j'avais pas de sujet technique. Ouais. J'avais vu humainement, ça fitait à 200%. Et par contre, je me suis dit, il allait manager 5 personnes ici, ou 6, donc je me suis dit, je veux le challenger là-dessus. Donc je suis allé chercher du top management de Martin et du le sous-management, enfin des gens qui manageaient. Ouais. Et je suis très content de ça. Et du coup, ils avaient tous fait des bons retours. Tu as déjà eu l'expérience de finalement un boss ou un ancien boss où ça fitait pas et finalement tu fais quand même le recrutement parce que tu le sens bien, ou est-ce que c'est éliminatoire? Genre, ça s'est mal passé, il t'a fait pas, il était plus. Petit, on se connaît beaucoup dans le milieu de la beauté et compagnie. Et moi, quand j'ai quelqu'un, tu vois, récemment, on a recruté quelqu'un qui venait de chez Horace. J'ai appelé Horace hyper rapidement, on se connaît, tu vois. Et je trouve que ça se fait déjà, c'est poli, entre potes, de se dire, attends, il y a lui qui a postulé et tout. Ouais. Et donc, le feedback, on le prend très tôt quand c'est des boîtes qu'on connaît. Quand c'est des boîtes qu'on connaît pas et qu'en fin de parcours, on nous dit, déjà, c'est très, très rare. Quand tu fais une prise de rêve, il faut savoir que c'est très, très rare que tu vas avoir quelqu'un que tu connais pas qui va te dire, ah non, le recrutez surtout pas, il est vraiment mauvais. Non, mais c'est vrai, non, mais t'oses pas. Donc, c'est très rare. J'ai déjà eu des mauvaises prises de ref, ou en tout cas, j'attendais pas ça comme réponse, mais à ce stade, ça n'a jamais été éliminatoire. Ok. Donc, finalement, une mauvaise expérience, t'es pas grillé dans le monde du. C'était pas des managers, donc t'es pas forcément grillé. Voilà. Pour moi, l'entretien, ça reste clé, tu vois. Ouais, c'est d'abord l'entretien et la prise de ref, elle vient en plus pour confirmer ton idée, quoi. Exactement. Ouais, et puis une prise de ref, il suffit que son ancien manager, tu t'entends pas avec, il a envie de te griller, il t'appelle, il va te faire un retour. Alors, oui, voilà. Mais ça peut être bien aussi d'avoir juste une prise de ref, même si elle est positive, de connaître aussi les points faibles de la personne. Ouais, il est bon management, mais il y a tel et tel truc. C'est important, tu vois, de faire ça. Ouais, carrément. Comment tu fais quand tu as un nouveau, du coup, tu as un process de formation? Je suppose que vous avez des outils pour bosser. On a un process d'onboarding qui est bien ficelé sur toute la partie expérience de marque, valeur, mission, pourquoi on existe, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on est organisé. Ensuite, on rentre très vite. Moi, j'aime les gens qui tu peux mettre dans une jungle et qui se débrouillent. J'aime pas quand tout est mâché. En mode, ta feuille de route, ça sera ça, ta première semaine, tu feras ça, tu feras ça. On recherche des gens qui vont être responsables, capables de travailler évidemment en équipe, mais aussi en autonomie. Donc, on les laisse volontairement la première semaine trouver leur place tout seul. Aller fouiller dans la drive, regarder dans nos shops, voir ce qui est documenté, pas documenté. On leur demande toujours, au bout de 3-4 jours, de faire un petit état des lieux de ce qu'ils ont compris de la société. Et ensuite, deuxième semaine, là, on commence, parce qu'on avait évidemment travaillé une feuille de route, à ça va être quoi tes objectifs et à quel terme. Et ensuite, on fait des meetings avec tous les head-off de l'équipe pour comprendre tous les process de la boîte, mais même les stagiaires. Donc, tu vois, tu vas comprendre ce qu'est le wholesale chez Merci Andy, les mots qu'on utilise, c'est que ça veut dire quoi c'est lean, ça veut dire quoi c'est layout. Avec l'équipe D2C, ça veut dire quoi CAC, ça veut dire quoi ROS, ça veut dire quoi COS, ça veut dire quoi CRM, ça veut dire quoi CBR. Enfin, tu vois, vraiment, on veut que les gens soient baignés à 100% dans l'univers de Merci Andy, nos jargons, nos termes. Et au bout de 2-3 semaines, let's go, ça y est, pour nous, t'es opérationnel. Et normalement, si on doit cuter une rupture d'essai ou faire un gros point, c'est à la fin de ce moment-là qu'on le voit. Tu vois. Ouais, t'attends pas la fin d'une période d'essai. Je pense qu'un bon manager, il le sait au bout d'une semaine. Tu vois, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est tout de suite si ça a fité. Moi, je suis pas capable, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Tu vois. Mais cuter une période d'essai de 4 mois, au bout de 3e mois et 2 semaines, c'est pas. C'est trop long. C'est trop long. Moi, je trouve que ça, c'est pas. C'est pas faire. Tu dois le sentir avant. Faire, oui, après, t'as le droit, donc c'est ok, tu vois. Mais normalement, t'es censé le voir avant, tu vois. Ouais. Sauf si t'as besoin de la personne qui reste, mais t'es censé le voir avant, que ça ne fait pas. Ok.
Tu parlais d'outils, Drive, Notion, etc. Qu'est-ce que vous utilisez chez Merci pour Startup vous classique. Nation débile, hein, Slack, Notion. Slack, Notion. En fait, voilà, tu vois, Slack, c'est la communication instantanée. Drive, c'est vraiment là où on veut sauvegarder. Et Notion, c'est on vient documenter et processer. Et on l'a mis en place il y a 8 mois et ça a changé beaucoup de choses. Tu vois, avant, il y avait plein de Google Slides, de Google Sheets, Google Slides qui se baladaient. Maintenant, c'est bien structuré dans Notion. On documente beaucoup. Évidemment, on collabore. Il n'y a pas de Notion privé par équipe. Tout le monde a accès à tout. Donc, ça permet aussi d'avoir une culture de l'information et de la transparence qui est forte. Et après, oui, on utilise, enfin, tu vois, Shopify, Klaviyo, Gorgias, évidemment, Gorgias, hyper intéressant, sur le support client, tu vois, d'avoir pareil, quelque chose on était sur front avant et ça marchait moins bien, il y avait moins d'intégration qui fonctionnait. Et là, on est passé sur une logique omni-channel. On prend pas notre inbox Instagram sur Gorgias parce que il y en a trop, et ça deviendrait un nightmare. Ticket de la personne qui a son colis perdu chez Mondial Relais et un inbox Insta. Par contre, on fait du WhatsApp, on teste pas mal de choses aussi et surtout c'est relié avec notre Shopify, c'est relié avec nos transporteurs, donc ça fait notre Klaviyo, donc ça nous fait gagner énormément de temps. Et quand on a des rushs et des pics, on vient aussi prendre de la force supplétive qui vient nous aider et ils connaissent, et c'est facilement, tu peux rajouter un agent très facilement sur Gorgias. C'est scalable en fonction de vos besoins très rapidement. Une base de connaissances aussi qu'on a documentée. Ok, sur Notion. Sur Notion. Évidemment. Pour ton organisation après dans la vie de tous les jours, tu as Google Agenda classique, Google Agenda, Google Agenda, j'ai écrit nos pas de. J'ai un calendrier avec ma femme, meilleur. Je le fais aussi. C'est le conseil qu'a donné Hugo Benz, qui est le premier invité au podcast. Et depuis, Ben le fait. Moi je fais ça avec ma copine parce que. Mais c'est génial. Sur les horaires, tu vois, quand tu as un dîner, un truc et tout, tu sais que tu vas. Alors, quand tu as un enfant, c'est encore plus. Et elle aussi, elle met ses trucs. Elle n'a pas accès à mon agenda, merci Andy, mais du coup, ça, c'est le truc qui nous a tellement aidé, tu vois, de bloquer. C'est un peu triste d'en arriver là, mais en fait, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? Non, j'utilise un Notion perso aussi, où je fais mes to-do perso, mes trucs que je fais. Je fais un petit peu d'investissement à côté de Merci Andy, donc je suis des trucs ici. T'investis dans quoi? Je sais pas si tu veux en parler, mais là où je peux apporter de la valeur. Pas forcément où il y a le plus haut rendement financier, mais là où ça me fait marrer, ça m'éclate. Aujourd'hui, la cosmétique, forcément. Alors j'ai des clauses d'exclus, donc plus compliqué, mais j'ai investi chez Maïbi, par exemple. Cool. On en parlait tout à l'heure. J'aime beaucoup. T'échanges avec Pierre. J'échange avec Pierre, bien sûr, et son associé, et toute l'équipe. J'ai investi dans une marque de chaussures qui s'appelle Solmo. J'ai investi chez Kimono parce que j'aime bien le textile et la mode. Donc j'investis dans pas mal de trucs et je peux aider aussi. Tu vois, là, il y a une marque de bien-être avec qui je vais certainement faire quelque chose. Donc je regarde et j'essaie d'apporter ce que je peux apporter. Principalement, du coup, dans des boîtes. Tu investis principalement dans des boîtes. Consumer, j'ai fait 1 ou 2 SaaS financiers, tu vois, parce que j'aimais bien les mecs, mais j'ai très peu de valeur à apporter, à part sur la brand et compagnie. Toi, c'est quelque chose d'important pour toi dans ces boîtes-là dans lesquelles tu investis d'apporter quelque chose? Moi, l'investissement financier aujourd'hui, il manque c'est pas. Comme tu disais, c'est pas la renta qui. J'ai pas envie, tu vois. Et même un jour, aujourd'hui, j'ai jamais investi dans l'immobilier. On y réfléchit, mais si je fais quelque chose, j'irai pas investir dans une région où tu es épargné d'impôts et tu peux faire plus 8% parce qu'il y a une nouvelle loi. Mais il n'y a personne dans la zone. J'ai envie de le faire dans un endroit qui me plaît, où je sens que ça peut servir un jour à ma famille, ou quelque chose qui a du sens. Qui a du sens, tu vois. C'est plus dans le sens que dans la renta. Il y a une énergie qui me va et qui me correspond, tu vois. C'est tout. Après, je ne juge pas si quelqu'un d'autre, si quelqu'un n'a pas cette vision-là, tu vois. C'est la façon de gérer ta boîte, avoir du sens. Oui, tous les jours, mais si tu fais des choses qui n'ont pas. Enfin, oui, clairement. Non, mais t'as des entrepreneurs qui le font pour la renta, il y en a qui pilotent leur boîte aussi que grâce à ça. Du sens, le fameux purpose, quoi, raison d'être, tu vois, qui est quand même hyper importante pour se lever tous les matins, parce que c'est quoi la raison d'être de Merci Andy? Pour nous, c'est justement, c'est rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est de dire, on va essayer à travers ce qu'on fait. On ne veut pas changer le monde. C'est pas notre mission.
pense pas léguer ma société à la nature comme a fait Patagonia, même si j'adorais et j'aurais envie de le faire. Mais en tout cas, on veut essayer de mettre plus de sourires sur plus de visages, essayer de transformer des routines quotidiennes de soins et d'hygiène parce que c'est coloré, parce que c'est fun, parce que ça sent bon et parce que c'est efficace et accessible. Et pareil avec le Rainbow Studio, donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et quand tu sors un gel Merci Andy dans le métro et que ça sent une odeur délicate, parfumée, et ton voisin t'en demande, pour moi j'ai un peu réussi ma mission, tu vois, parce que tu rends la journée un peu plus joyeuse et gaie, tout ça évidemment en essayant de respecter au mieux nos clients qui nous achètent avec des bonnes formules et la planète avec tous les efforts qu'on fait, et on est loin d'être parfait encore, et je l'assume complètement, tu vois, d'avoir un plastique recyclable et recyclé, c'est-à-dire on ramasse des déchets pour refaire du plastique. Aujourd'hui, c'est ça sur l'intégralité de nos productions. C'est pas de matière animale, on est certifié par PETA, donc aucune matière animale, aucun test sur les animaux, et ça a des contraintes. Tu ne peux pas vendre en Chine dans les magasins parce que tu dois tester sur les animaux, mais on l'assume complet. Il y a évidemment de la naturalité, des ingrédients qu'on blacklist parce qu'on n'a pas confiance dans ces ingrédients-là. Donc plein de choses pour les bilans carbone qu'on va sortir. Mais voilà, on est dans une logique de progression plus que de perfection. Je pense que les marques parfaites, ça n'existe pas. À partir du moment où tu fais 1 euro de business, t'as de l'impact. Bien sûr. Mais Patagonia, j'ai une casquette Patagonia, elle est pas en Cambodge, j'imagine qu'il n'a pas transporté, envoyé, tu vois, c'est ok, tu vois, il a fait venir un bateau, des conteneurs, et par contre il contribue, et tous les effets négatifs de ce qu'il fait, il essaye de venir les contrebalancer en faisant autre chose. C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans notre taille de boîte. Ouais, de toute façon c'est impossible d'avoir zéro impact. Impossible. Quand tu es entrepreneur, c'est même le carbone neutre, t'émets du carbone, tu vas donner de l'argent à une association, tu peux claimer carbone neutre. Oui, mais c'est la taxe carbone. C'est la même chose. Ça existe depuis longtemps et les grandes boîtes le font et c'est pas van avec. Mais maintenant, c'est juste comment on va changer nos méthodes pour que tout ça se ralentisse, tu vois. Et un exemple à titre personnel, tu vois, moi par exemple, j'adore voyager, hyper dur de ne pas prendre l'avion, hyper dur. J'essaye de le faire moins et compagnie, mais aujourd'hui je suis pas prêt à dire je prends plus l'avion. J'ai quelqu'un dans ma boîte, 2 personnes qui prennent plus l'avion, ce fameux Martin, tu vois. Mais moi je fais 90% de mes déplacements à vélo. Tu vois, avant je pouvais commander un taxi en Uber, maintenant je vais faire un vélo ou quelque chose d'électrique. Je suis 100% vegan, donc c'est des choix que je fais pour essayer de rendre les choses meilleures. J'essaie de convaincre des gens. On fait une journée au bureau où on mange pas de viande. Enfin voilà, il y a des choses comme ça, tu vois, qui font que tu essayes petit à petit de progresser. Et je pense que chacun doit aller à son rythme, sans jugement et sans jugement, je pense. Ouais, tu peux pas. C'est vrai que demain tu dois aller aux États-Unis pour n'importe quelle raison. C'est un peu compliqué de pas prendre l'avion. Ou alors t'as 14 jours, tu prends ton voilier, tu te fais t'arrives dans le port de New York. Ça pourrait être un event. Ça pourrait être un event. C'est cool, une transatlantique, c'est ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va avoir le temps. C'est sûr, faut avoir 15 jours devant soi. J'ai 2 questions. La première, pourquoi Merci Andy? Pourquoi le nom Merci Andy? Écoute, il y a 2 mots, tu as bien compris. Merci Andy, c'est en 2 mots. Andy, c'était le nom les 3 premières semaines de la boîte. Ça s'appelait comme ça. C'était le mot hand, où il y a la main évidemment, qui est quand même une grosse partie de la boîte. Ça veut dire pratique. Il y a un côté hyper mignon dans le mot Andy où tu peux assez l'humaniser, t'imaginer qu'il y a quelqu'un derrière. Ça c'est le premier aspect. Et ensuite, au bout de 3 semaines, on a reçu un courrier de Andy Bag, les sacs poubelles, hyper sexy, tu vois. On avait fait 22 € de chiffre d'affaires, je pense, les 3 commandes de la vidéo. De la vidéo à 2 millions. Exactement. Et en fait, on s'est dit, OK, on change. Et on s'est dit, notre mission, c'est justement d'avoir un produit collectif qui se partage, que tu as envie de donner et qui vient éviter de transmettre des saletés aux autres et évidemment des bactéries. Et donc, du coup, on s'est dit, on voulait ramener un côté français aussi dans le mot qui était compris de maximum de personnes. Et c'est pour ça que le mot merci est venu. Et je suis très content aujourd'hui parce que la gratitude, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et
Et savoir dire merci, c'est pour moi la première règle de politesse qu'il faut qu'on enseigne qui doit être interculturelle, intergénérationnelle. C'est la gratitude, c'est hyper important. Ok. Donc, je suis très content d'avoir utilisé le mot merci. Et merci Andy Bag. Du coup, j'achète le sac poubelle depuis 7 ans. Un peu le courrier. Et ma dernière question, je t'ai demandé de rapporter un objet qui est symbolique pour toi, pour Merci Andy. Est-ce que tu peux le montrer? Yes. Tu vas le voir, c'est dans la version vidéo sur YouTube. C'est une baguette magique arc-en-ciel qu'on m'a offert parce que justement, on essaye de mettre de la magie dans ce qu'on fait. Et déjà, la puissance du symbole et du rite, elle est hyper importante dans la vie, je pense. Et moi, je l'utilise quand il y a quelque chose qui est trop ordinaire ou qui manque de magie. Je viens lui jeter, pas un sort, mais je viens transformer ses énergies avec ses petites paillettes et toutes ces arcs-en-ciel. Voilà. Un contrat qu'on a reçu et qui est pas bien, un prototype d'un BAT qui s'est mal imprimé, on va venir le corriger comme ça. Mettre un peu de Merci Andy là dedans, quoi. De folie, quoi, de folie, de gaieté, de couleur, de lumière, et voilà. Ok. Magnifique. C'est un super objet. C'est un très bel objet. À l'image de c'est un super objet. Voilà. Ok, on arrive sur la fin du podcast. Trop bien. Merci les gars. Merci. Merci à toi, Louis. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. À la